Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sociologeek et cette fois-ci je suis dans l'actualité parce que au moment où nous découvrons sur nos écrans la 8e et dernière saison de Game of Thrones, j'en profite pour faire un petit point sur ce que l'analyse des réseaux sociaux peuvent nous apprendre de la série. Et de fait, je pense que Game of Thrones, c'est une des séries sur lesquelles le plus de chercheurs y sont allés de leurs petites analyses diverses et variées, sûrement pour casser avec la monotonie de leur métier d'ingénieur statisticien, sans aucun a priori sur les ingénieurs statisticiens, heureusement que vous êtes là les gars. Et les meufs. C'est ainsi qu'on a pu lire dans la revue Injury Epidemiology une étude tout à fait sérieuse, portant sur 330 personnages de la série de la saison 1 à 7, visant à évaluer la durée de vie moyenne d'un personnage dans Game of Thrones. Les chercheurs ont donc conclu que le temps de survie médian des personnages est de 28 heures et 48 minutes, sur une durée totale de la série de pour l'instant environ 67 heures. Ce qui signifie qu'un nouvel arrivant dans la série a une chance de 14% de se faire tuer dans l'heure qui suit son apparition. Et le lien vers l'étude est dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a aussi des démographes français qui se sont penchés sur la série et qui ont essayé de prévoir quels sont les personnages qui ont le plus de chances de mourir dans la saison 8 en se basant sur les informations contenues dans les saisons 1 à 7. On a donc vu naître de magnifiques infographies qui nous indiquent le type d'armes utilisées, le nombre de morts par saison, et leurs estimations de la chance qu'ont les différents personnages de mourir. Encore une fois, les liens sont dans la description et je vous encourage vraiment à aller le voir, leur site est vraiment super bien fait et très pédagogique. Mais si la mort est évidemment un des événements centraux de Game of Thrones, on va se poser aujourd'hui une toute autre question. Une des raisons qui fait que Game of Thrones est un terrain d'investigation aussi intéressant pour ses recherches, ça tient principalement à la richesse et à la complexité de son univers, et aussi principalement à son nombre très élevé de personnages, qui rend parfois difficile de s'y retrouver même quand on suit la série depuis le début. Pourquoi allez-vous vers l'ouest? Mais je sais pas qui c'est, voilà. Pardonnez-moi? Non mais machin là, le mec que je dois aller chercher là. Son nom ça me dit quelque chose mais je vois pas quelle tête il a. Enfin, il s'agit de l'oncle de Kathleen Stark et d'Edmure Tully. Mais je sais pas qui c'est non plus. Je vous implore de mesurer l'importance de la tâche qui vous incombe. Je vous rappelle que Lord Davos a mobilisé ses troupes pour nous soutenir. C'est lequel Davos déjà? Il est blanc avec une barbe. Ah, c'est le blanc avec une barbe. D'accord. Non mais on est tous blancs avec une barbe. Non mais vous venez d'arriver vous, quoi. Mais non, en plus je suis là depuis le début, mais dès que je retenais le nom d'un gars, il crevait, donc j'ai laissé tomber quoi. Et de fait, c'est un petit peu le problème quand on fait une étude sur la durée de vie moyenne d'un personnage, parce que, en fait, il n'y a pas de personnage moyen. Et même si George R.R. Martin a rendu très claire l'idée selon laquelle il n'y a pas de personnage principal et que personne, absolument personne, n'est à l'abri de la mort dans Game of Thrones, oui, moi aussi je pleure encore un petit peu la nuit en pensant au Red Wedding, ce n'est pas pour autant qu'on peut mettre tous les personnages sur un pied d'égalité. Et du coup, la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est tout simplement, c'est qui le personnage principal dans Game of Thrones? Et pour ça, on va s'appuyer sur l'analyse des réseaux sociaux. Alors, une petite parenthèse avant de commencer, quand je parle des réseaux sociaux, je suis pas en train de dire que les personnages de Game of Thrones passent leur temps sur Facebook à s'envoyer des selfies, Melisandre has posted a picture. Just woke up like this. Hashtag no filter. Hashtag no makeup. Drogon was a bad boy today. He played a little too rough with one of the local marine boys. Walder Frey has created an event. Come one and all to the wedding of the century. Starks drink for free. Make sure to bring your friends and strategically important allies. Really glad there's no hard feelings between us, Walder. Oh no! It's a themed wedding and I haven't anything red to wear. Don't worry, my dear. We'll make do. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux, on a tout de suite tendance à penser réseaux sociaux numériques. Mais de fait, le réseau social d'un individu, c'est qu'une représentation de l'ensemble de ses relations. Et il n'y a pas besoin d'avoir Internet pour avoir un réseau social. Alors de fait, l'analyse en termes de réseaux sociaux est bien plus ancienne qu'Internet, et elle est particulièrement utile quand on étudie le système dynamique des relations sociales, en particulier quand il y a un très grand nombre d'individus, comme c'est typiquement le cas dans Game of Thrones. Alors du coup, pour essayer d'évaluer le degré d'importance d'un individu, il ne s'agira pas seulement d'étudier sa position formelle au sein des relations sociales, parce que même un roi, ça peut déchoir, mais plutôt quelle est leur position informelle dans l'ensemble des relations formées par le subtil jeu des trônes auquel les personnages sont obligés de se plier s'ils veulent survivre. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Et c'est justement ce qu'ont tenté d'étudier deux chercheurs à l'université de Malacaster dans le Minnesota, le mathématicien Andrew G. Beveridge et son étudiant Ji Shan, qui se sont appuyés sur le 3e livre de la saga pour reconstituer les réseaux sociaux de chacun des personnages du livre, et surtout d'évaluer leur degré de centralité,
ce qui va être le maître mot de cette étude. Un générique un petit peu différent de mon générique habituel aujourd'hui, mais j'ai trouvé cette création de la chaîne Hootsuite, et ça collait beaucoup trop à mon sujet pour que je l'utilise pas comme générique. Je vous l'ai dit, les réseaux sociaux c'est pas nouveau, ils sont pas nés avec internet et ils ne font que représenter l'ensemble des relations entre un individu et les personnes ou les groupes de personnes avec lesquels il interagit. Alors je dis avec des personnes, mais pas forcément en fait. Un réseau social ça peut représenter l'ensemble des relations, évidemment entre des personnes, mais aussi entre des entités, comme des entreprises, mais aussi entre des vaches, des protéines, des neurones, ou même des publications scientifiques, si c'est ça qu'on est en train d'étudier. L'analyse, en fait, en termes de réseaux sociaux, elle a été très à la mode, principalement à partir des années 90, mais elle est toujours beaucoup à la mode aujourd'hui, et elle est utilisée dans un très grand nombre de disciplines. Je vais commencer par vous donner quelques exemples, pour qu'on voit mieux de quoi on est en train de parler. Ici, par exemple, on a le travail d'un mathématicien qui représente le réseau d'interaction physique entre des protéines. Donc chaque petit point là, c'est une protéine, et les traits qui les relient, c'est des formes d'interaction physique. Une forme de réseau à laquelle on est beaucoup plus habitué, c'est le réseau géographique. Le plan du métro ne fait que nous montrer les différents liens qui existent entre les différentes stations, et on voit qu'il existe des stations très centrales, auxquelles on pourra accéder par de nombreux moyens, et d'autres plus excentrées qui nécessitent d'emprunter un enchaînement précis de relations. En sociologie des sciences, des chercheurs ont également reproduit des réseaux de citations entre différents articles de chimie, qui sont tracés selon leur coapparition dans la liste de référence à la fin d'un article. On voit donc en un coup d'œil que certains articles sont très centraux et sont cités de nombreuses fois, et on peut se demander mais qu'est-ce qui fait là ce petit chéri tout excentré qui s'est fait citer qu'une seule fois et avec aucun des autres ? En sociologie économique, on a vu aussi des travaux qui montrent les liens familiaux qui existent entre les dirigeants des entreprises du CAC 40. Et ça permet donc de mettre en évidence que des liens entre certaines entreprises ne sont pas uniquement liés à leur activité économique, mais qu'ils sont aussi redoublés par des liens de sang. L'anthropologie s'intéresse également aux réseaux, en particulier les réseaux de migrants, comme le montre cet exemple qui représente les réseaux des Argentins qui ont immigré en Catalogne. Les historiens se sont eux aussi frottés à l'analyse de réseaux, comme le montre cet exemple qui reconstitue le réseau d'un père de l'abbaye de Cluny, à partir de son apparition dans les chartes, et on voit comment son réseau passe des milieux aristocratiques de sa famille vers des milieux religieux pour revenir vers le milieu de la cour et des princes. Bref, vous avez compris, des réseaux sociaux, il y en a partout, et ça peut nous permettre de montrer un shitload de trucs qu'on verrait pas forcément si on étudiait simplement les individus isolés ou les structures dans lesquelles ils sont imbriqués. En sociologie, l'analyse en termes de réseaux sociaux, c'est typiquement ce qui vient s'imbriquer entre la vision holiste de la société et l'individualisme méthodologique. On en avait déjà un petit peu parlé avec Durkheim d'un côté et Weber de l'autre. Justement, ça se situe à une échelle intermédiaire et c'est l'échelle qu'on appelle mésosociologique. Mais revenons-en un peu à la sociologie justement. On va maintenant essayer de comprendre comment ça se construit un réseau social en sociologie. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il existe plusieurs types de réseaux et plusieurs façons d'utiliser cet outil en sociologie. Donc je vais procéder par étapes en allant du plus petit et du plus intuitif au plus large et au plus complexe. On va commencer par parler des réseaux personnels qui reconstituent les sociabilités d'un seul individu. On va ensuite étudier ce qu'on appelle les réseaux complets, qui étudient l'ensemble des relations au sein d'un espace clair et préalablement défini. On va ensuite éloigner encore la focale pour étudier ce qu'on appelle les réseaux petits mondes. Et enfin, on va voir comment ces réseaux peuvent être utilisés comme des ressources par les individus. Je commence par le plus simple, les réseaux personnels. Pour reconstruire le réseau social de quelqu'un, le sociologue il demande à son enquêté de faire la liste de tous les individus avec lesquels il interagit. L'idée, c'est de voir que les individus ne sont pas des êtres isolés qui prennent leurs décisions uniquement en fonction de leur rationalité ou de leurs déterminants sociaux, mais que les vies sont reliées et que ces différentes interactions influencent les choix des individus. Alors, on va construire le réseau personnel de Jackie. On va dire qu'il interagit avec ses parents, avec sa grand-mère, avec son frère, sa sœur, sa copine, ses amis d'enfance, les copains de son équipe de Quidditch et son professeur de triangle. Bon, je simplifie, en général les réseaux personnels sont beaucoup plus vastes. Et après ça, on va lui demander quels sont les liens entre ces différentes personnes. Donc on peut imaginer que les personnes de sa famille se connaissent, de même pour ses amis d'enfance,
qui sont même souvent invités à la maison, donc ils connaissent sa famille. Pareil pour sa copine, qui le lâche rarement d'une semelle, et on peut supposer que tous les copains de son équipe de Quidditch se connaissent entre eux, mais que eux n'ont peut-être pas forcément de lien avec les autres, à part sa copine parce qu'elle aime bien aller assister à leurs entraînements. Alors, vous remarquez assez vite qu'il commence à y avoir des traits dans tous les sens, et du coup ce qu'on fait le plus souvent c'est qu'on supprime tout simplement Ego, la personne dont on fait le réseau, parce que après tout c'est inutile de le mettre, il a forcément un lien avec tout le monde, puisque c'est son réseau qu'on est en train de faire. Ce réseau nous permet donc de voir 3 groupes assez différents, on appelle ça des cliques, avec les amis proches, la famille d'un côté, et les copains de l'autre, avec la copine qui fait le lien entre plusieurs parties du réseau. Et le professeur de triangle, lui, il est tout seul dans son coin. Je précise aussi que là, je me suis contenté de représenter les liens par un simple trait, mais on peut aussi apporter de la complexité, en spécifiant le type de lien. Est-ce qu'ils sont à sens unique? Est-ce qu'ils sont réciproques? Sont-ils constitués d'une dimension affective, ou au contraire d'une relation d'hostilité? Autant d'éléments qu'on peut décider d'ajouter ou non, et qui dépendent en fait de notre question de recherche. Les limites de ce type de construction de réseau, c'est que le sociologue repose uniquement sur la parole de l'enquêté, donc ici de Jackie. On est donc limité par ses connaissances. Par exemple, Jackie ne sait peut-être pas qu'il existe un lien entre sa famille et son club de Quidditch, parce que sa petite sœur a pris pour habitude d'aller faire des bisous avec Drago Malfoy tous les mercredis soirs quand ils vont boire des bières en cachette en haut de la tour d'astronomie. Et du coup, on n'a aucune idée de si la réaction de Jackie face à cette information serait plutôt I thought you were my best friend. This is my sister. My best friend and my sister. I cannot believe this. Ou si sa réaction serait plutôt My best friend and my sister. I cannot believe this. Malgré ses limites, ce type d'étude donne quand même un certain nombre d'informations assez intéressantes sur les relations d'une personne. Voilà l'exemple d'un véritable réseau social personnel tiré d'une étude sociologique. Quand on observe ce réseau, on peut déduire simplement en observant sa structure un certain nombre de choses. On peut voir ici une grosse clique, c'est-à-dire un réseau très dense où tout le monde connaît tout le monde. Typiquement, c'est très rare de perdre de vue des relations dans ce type d'organisation parce que, même si vous oubliez d'appeler par exemple Nicole, il y a de fortes chances qu'elle soit quand même invitée aux soirées parce que le groupe de copains va l'inviter, donner des nouvelles, etc. Donc on reste plus en relation quand on est inséré dans une clique. Mais en même temps, les liens isolés sont souvent les survivants de contextes qui ont disparu. Par exemple, ce copain de lycée que tu continues à voir régulièrement, alors même que le réseau dense de relations que vous aviez à l'époque n'existe plus. Ça veut dire qu'on a autonomisé la relation et qu'on l'a découplée de son contexte. Par exemple ici le lycée. Et ça, c'est aussi un indice que le lien est assez fort. Donc ce qu'il faut voir, c'est que tous les liens ne se valent pas, et la structure du réseau donne des informations sur la nature de ces liens. Par exemple, on peut supposer que la personne dont on a fait le réseau ne peut en fait pas blairer Nicole, mais qu'elle est bien obligée de garder contact avec elle parce qu'elle est insérée dans une clique. Par contre, ce qui est particulièrement remarquable dans ce réseau, c'est la centralité de Stéphane là. Il est en lien avec absolument tout le monde. Et pour mieux comprendre son rôle, le mieux c'est d'ajouter une dimension à l'analyse et de ne pas se contenter uniquement de la structure du réseau, mais aussi de qualifier les différents types d'interactions. On voit que si on colore ces liens en fonction de leurs différents rôles, on comprend mieux ce réseau. Donc on a ici en jaune les liens familiaux, en vert la belle famille, et en bleu les copains et les amis. Et on comprend vite que Stéphane en rose représente bien évidemment le conjoint, qui fait le lien entre les différents groupes. Ça nous permet également de mettre l'accent sur le statut tout particulier qu'a la relation de couple dans nos sociétés qui devient une espèce de super lien qui vient se superposer à toutes les relations sociales de l'individu. Mais ça j'ai déjà prévu d'en reparler dans un autre épisode, donc je vais pas m'apesantir là-dessus. Alors le deuxième type de réseau, c'est celui qui va le plus nous intéresser ici, c'est ce qu'on appelle les réseaux complets. Alors quand je parle de réseau complet, ça veut pas dire qu'il est plus dense ou plus détaillé que le réseau personnel, en fait ce qui va changer, ça va être la façon de construire ce réseau. Au lieu de prendre comme point de départ un individu, on va choisir plutôt d'étudier une structure bien définie, de préférence fermée et clairement délimitée. Et on étudie l'ensemble des relations qu'on voit émerger au sein de cette structure. Et typiquement, c'est plutôt ce genre d'analyse qu'on va utiliser pour étudier la structure des relations de pouvoir au sein de Westeros. Tout Westeros, ça ferait un cadre un peu large, mais en fait, notre cadre d'analyse, ce sera plutôt l'ensemble des personnages qui jouent au jeu des trônes. Ce genre d'analyse voit son origine dans les années 30 à travers le travail de Jacob Moreno, qui fait la toute première analyse qu'il appelait sociométrique en 1934, où il retraçait tous les liens existants au sein d'une prison pour jeunes filles délinquantes dans 2 bâtiments distincts. On est donc bien dans une analyse de réseau complet, parce qu'on a un cadre défini et on retrace l'ensemble des interactions à l'intérieur de ce cadre.
Cela permet donc de mieux comprendre comment peuvent circuler les informations, les rumeurs et éventuellement les relations de pouvoir. Et de fait, ce type d'analyse est particulièrement intéressant pour étudier les relations de pouvoir. Selon ici 2 critères principaux, tout d'abord la centralité des individus. Les personnes qui sont au centre d'un grand nombre d'interactions ont plus de chances d'avoir une position dominante au sein du réseau. Et on peut mettre l'accent en particulier sur les individus qui jouent le rôle de lien entre plusieurs réseaux de relations. Ici, on peut voir que ces 4 personnes ont une place très particulière au sein de cette structure, car ce sont elles qui permettent de faire le pont entre les 2 réseaux. En sociologie, on appelle ça des trous structuraux. Et de fait, les personnes qui occupent la position de trou structural sont particulièrement importantes parce que de leur comportement peuvent dépendre la circulation de certaines ressources entre différentes parties du réseau. Ce type d'analyse a connu beaucoup de succès en sociologie des organisations, en particulier l'un des chercheurs spécialistes de la question aujourd'hui c'est Emmanuel Lazega qui travaille au CSO, le Centre de sociologie des organisations, et qui s'intéresse au réseau complet. Mais il va apporter une dimension à l'analyse en différenciant les réseaux sociaux en fonction de la taille des structures dans lesquelles ils s'intègrent. Pour dire cela, il utilise ainsi la métaphore de la mare et des poissons dans son article de 2007 publié avec Marie-Thérèse Jourda, Lise Mounier et Raphaël Stauffer qui s'intitule « Des poissons et des mares, l'analyse de réseaux multiniveaux ». Dans cet article, ils se sont intéressés au réseau relationnel des chercheurs en cancérologie, en essayant d'étudier qui sont les chercheurs qu'on consulte le plus, qui ont le plus de notoriété et du coup le plus de pouvoir au sein du champ. Ce qui n'est pas vraiment surprenant, c'est que dans ce réseau, les personnes qui ont le plus de pouvoir, c'est non seulement des gros poissons, c'est-à-dire des gens influents, reconnus, qui ont beaucoup publié, mais c'est aussi des gens qui évoluent dans des grosses mares, c'est-à-dire dans des gros laboratoires qui ont beaucoup de ressources, qui prennent beaucoup de doctorants, qui placent leurs doctorants dans les autres laboratoires, etc., etc. Donc ce qui fait la centralité d'un individu, c'est pas uniquement une affaire personnelle, mais c'est aussi une affaire de réseau institutionnel et interorganisationnel. Ainsi, au terme de leur étude, ils ont réussi à retracer 4 réseaux distincts, les gros poissons dans les grosses mares, les gros poissons dans les petites mares, les petits poissons dans les grosses mares et les petits poissons dans les petites mares. Alors évidemment, les grands gagnants en termes d'influence, c'est les gros poissons dans les grosses mares. On voit qu'ils ont un gros réseau extrêmement dense en termes de relations. Mais la question qui reste, c'est est-ce qu'il vaut mieux être un petit poisson dans une grosse mare ou un gros poisson dans une petite mare ? Je vais laisser Emmanuel Lazega répondre lui-même d'après un extrait que j'ai trouvé d'une de ses conférences. Alors, Napoléon disait que pour réussir en politique, il valait mieux être premier dans son village corse que dernier à Paris. Donc, un gros poisson dans une petite mare plutôt qu'un petit poisson dans une grosse mare. Et dans le domaine de la science, c'est l'inverse. Ce que nous on a trouvé, c'est que pour rattraper les gros... Alors il n'y a pas photo, les gros poissons dans les grosses mares ont les performances les plus élevées, mais pour rattraper les gros poissons dans les grosses mares, il n'y avait que les petits poissons dans les grosses mares qui pouvaient les rattraper. Les gros poissons dans les petites mares et les petits poissons dans les petites mares ne rattrapent jamais les gros poissons dans les grosses mares. En fait, Orelsan, il avait compris avant tout le monde l'analyse multiniveau des réseaux épistémiques de cancérologie française. Bien joué. Si tu pèses à petite échelle et que tu te la racontes, t'iras nulle part et ce sera trop tard quand tu t'en rendras compte. Un gros poisson dans une petite mare, le roi des fourmis, le prince des souris. Un gros poisson dans une petite mare, on trouve toujours plus fort que soi, c'est ça la morale de l'histoire. Maintenant qu'on a parlé des réseaux personnels et des réseaux complets, on va parler de ce qu'on appelle les grands réseaux ou les réseaux petits mondes, et dont vous avez peut-être déjà entendu parler avec la théorie des 6 degrés de séparation. Alors cette analyse est très connue et vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais je reviens quand même brièvement dessus. La théorie des 6 degrés de séparation stipule que si vous avez vous-même 44 amis, qui ont chacun 44 amis différents qui ne sont pas aussi vos amis, et que chacun d'entre eux ont également 44 amis, qui ont chacun 44 amis, qui ont encore 44 amis, qui en auront de même 44 chacun, et bien dans cette situation, si on calcule le nombre de personnes avec lesquelles on peut être en contact avec une chaîne de seulement 6 individus, on sera en contact avec 7,26 milliards d'individus, ce qui est à peu près l'équivalent de la totalité de la population mondiale. Alors c'est un raisonnement qui est pour le moment uniquement mathématique, mais qui ne date pas d'hier. L'écrivain hongrois Frigyes Karinthy écrivait déjà une nouvelle en 1929, dans laquelle un des personnages défie un autre personnage de trouver ne serait-ce qu'une seule personne sur la planète à laquelle il ne pourrait pas se connecter en moins de 6 connexions.
Mais il faudra plusieurs années avant que la science tente de valider cette intuition, et c'est notamment ce que va essayer de faire en 1967 le psychosociologue Stanley Milgram à travers son expérience du petit monde. Au passage, oui, c'est bien le même Milgram qui a fait l'expérience sur la soumission à l'autorité, mais j'ai pas prévu d'en parler parce qu'il y a au moins 42 vidéos qui en parlent déjà sur YouTube et qui le font bien mieux que je ne saurais le faire. Alors ce que va faire Milgram, c'est qu'il envoie 60 lettres à des recrues de la ville d'Omaha dans le Nebraska, et il leur demande de faire suivre cette lettre à un agent de change qui vit dans la ville de Sharon, dans le Massachusetts. Mais le fait est que les recrues ne devaient pas envoyer ces lettres par la poste. Non, ils devaient les donner de main en main à une connaissance qu'ils pensaient capable d'atteindre l'objectif. Alors bien que 50 personnes se soient prêtées à l'expérimentation, seulement 3 lettres sont arrivées à destination. Le célèbre article de Milgram montre en effet qu'une des lettres ne mit que 4 jours à arriver, en négligeant un petit peu de préciser que seulement 5% des lettres étaient arrivées à leur objectif. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que pour les lettres qui sont effectivement arrivées, elles ont nécessité en moyenne 5,2 intermédiaires pour arriver à destination. Ce qui semblerait donc confirmer la théorie des 6 degrés de séparation. Alors l'une des difficultés principales de cette expérience, c'est qu'on suppose que les personnes dans la chaîne sont compétentes pour savoir quels sont les liens à activer pour relier les 2 personnes qui servent de terminaux. En fait, si ça se trouve, il y avait bien pour chacun des sujets un moyen d'arriver en 6 étapes d'une personne à l'autre, c'est juste que les personnes ne savaient pas qui, dans leur contact, étaient les meilleures personnes à mobiliser pour amener le paquet d'un bout à l'autre. Alors de fait, si l'expérience de Milgram n'a pas été ultra probante à l'échelle du globe, en fait, ce qu'elle a pu montrer par la suite, c'est qu'il existe des petits mondes, c'est-à-dire des réseaux imbriqués dans lesquels n'importe quelle personne inclue dans ce réseau peut atteindre n'importe quel autre en un très petit nombre d'étapes. Il y a par exemple une étude qui s'appelle 6 Degrees of Kevin Bacon qui a pu montrer qu'on peut relier facilement n'importe quel acteur hollywoodien à Kevin Bacon. Cela a montré que le degré de séparation entre tous les acteurs hollywoodiens est extrêmement faible. Ça, c'est principalement dû au fait qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui jouent le rôle de second rôle dans beaucoup de films et qui du coup peuvent faire le rôle de lien entre les différentes personnes, ce qui fait que le réseau des acteurs hollywoodiens constitue en fait un petit monde. Et des petits mondes de plus en plus grands ont été rendus possibles avec les réseaux sociaux numériques. En 2011, l'université de Milan a créé un algorithme capable de calculer le degré de distance moyenne entre 2 personnes inscrites sur le réseau social Facebook. À l'époque, il y avait déjà 720 millions d'utilisateurs, et l'étude a montré qu'il faut en moyenne 4,74 personnes pour relier n'importe quel couple d'individus inscrits sur la plateforme. Et si on resserre ça à l'échelle de la France, il ne faut plus que 3 étapes pour relier n'importe quel Français inscrit sur Facebook. Alors, l'intérêt de ces analyses de type petit monde, c'est en fait d'essayer de mieux comprendre comment se détermine l'accès à certaines ressources pour les individus grâce à leur réseau social. Dans l'expérience de Milgram, c'était simplement comment réussir à faire passer une lettre, mais ça peut aussi être comment réussir à trouver une audition ou un rôle dans le petit monde des acteurs hollywoodiens, et ça peut aussi être comment réussir à trouver un emploi. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites pour essayer de déterminer comment se déroule la circulation de ce type d'informations dans les réseaux sociaux, et j'en parlerai notamment dans un autre épisode. Pour aller vite, ce type d'étude pointe notamment l'importance de ce qu'on appelle des trous structuraux, c'est-à-dire les personnes qui sont capables de jouer le rôle de pont entre 2 réseaux et donc de faire mieux circuler l'information entre des réseaux qui ne se connaissent pas, et donc de réduire ainsi considérablement le nombre d'intermédiaires. Oh, put my address in Westchester. They'll want to see we'll be raising this child in a good environment, you know, the suburbs. What? No. All my guys are here. Your guys? Yeah, you know how I got a guy for everything? Well, they're all in New York. My suit guy, my shoe guy, my ticket guy, my club guy. And if I don't have a guy for something, then I have a guy to get me a guy. And oddly enough, his name is Guy. Okay, fine. On arrive à notre 4e partie où on va étudier un peu l'intérêt de l'analyse de réseau en sociologie et qui tourne souvent autour des questions d'accès aux ressources pour les individus. L'intérêt des réseaux sociaux, c'est qu'ils font apparaître les sociabilités, les relations entre les individus. Comme je vous l'ai déjà dit, en sociologie, on oppose souvent 2 échelles d'analyse. L'analyse structurale, holiste d'un côté, où on va étudier les structures sociales qui sont coercitives et qui déterminent l'individu, et de l'autre côté, l'individualisme méthodologique, et qui s'intéresse plutôt à l'individu seul et comment il opère ses choix. Eh bien, le réseau, c'est justement l'analyse mésosociologique, qui était si chère notamment à Norbert Elias, et qui permet de réinsérer l'individu dans une dynamique un peu plus complexe que de le décrire seulement en fonction de ses variables sociodémographiques comme l'âge, le sexe, la classe sociale ou le lieu d'habitation. Et le fait est que c'est bien souvent insuffisant de s'intéresser uniquement aux positions hiérarchiques des individus pour bien comprendre comment se déroule l'organisation sociale.
Parce que de fait, vous pouvez être un roi, placé tout en haut de l'échelle sociale, mais si vous restez dans votre tour d'ivoire et n'entrez jamais en relation avec les autres, votre pouvoir réel, il sera en fait assez limité. Alors bien sûr, dans la réalité, tout cela est lié. La nature des réseaux dans lesquels les individus sont impliqués dépendent grandement de leur position sociale. Et de fait, il y a des individus très intégrés, par exemple des cadres qui vont cumuler un très grand nombre de relations et de liens, et dont certains de ces liens pourront être utilisés comme des ressources. Et au contraire, des individus moins intégrés, par exemple des ouvriers, avec un réseau social moins étendu, davantage resserré autour de la sphère familiale et amicale proche. Et pour parler de ça, on va notamment reprendre la typologie des différents capitaux développés par Pierre Bourdieu. Avant de vous les lister, un petit rappel sur le fait que Pierre Bourdieu a une vision particulière de l'espace social. Il a une vision de l'espace social comme un espace de lutte. Tout le monde se bat dans la société pour occuper une place dominante dans le champ social. Et si possible, pour ne pas occuper une position dominée. Et pour avoir une position dominante, il faut posséder un certain nombre de ressources. Ce sont ces ressources que Bourdieu appelle des capitaux. Ces capitaux qu'il faut maximiser pour être au sommet de l'échelle sociale, ils sont de 3 types. Le capital économique, le capital culturel et le capital social. Alors le capital économique, c'est facile à comprendre, c'est juste le fait d'avoir de la thune, je vais pas m'étendre là-dessus. Alors le capital culturel, je vais essayer de passer vite, mais je referai définitivement un épisode là-dessus. Pour aller vite, on peut simplement dire que c'est l'ensemble des connaissances et des compétences des individus. Et enfin, celui qui nous intéresse ici, le capital social, c'est-à-dire l'ensemble des relations mobilisables qui peuvent être utilisées comme une ressource. Par exemple, mettons que vous essayez de faire un stage dans une entreprise de rempaillage de cornemuse, et que votre papa est justement un luthier reconnu dans le monde de la cornemuse, qui, je le suppose, ne doit pas être un champ social particulièrement vaste. Eh bien, il y a de fortes chances pour que votre papa connaisse justement une entreprise qui a besoin d'un stagiaire, voire qu'il puisse vous prendre directement dans son atelier. Bon bah typiquement, là c'est l'exemple du capital social utilisé comme ressource, trouver un stage. Et globalement, si vous possédez ces 3 capitaux en grande quantité, en gros de la thune, de la culture et des contacts, vous avez de grandes chances de faire partie des dominants de notre société. Et il se trouve que parfois, l'un de ces capitaux peut prendre le pas sur les autres, quand ils sont déséquilibrés. Par exemple, si l'université fait principalement croître le capital culturel, ce que proposent de cultiver les écoles de commerce, c'est principalement le capital social. Le plus important dans ces écoles à au moins 5 000 € l'année, c'est de se constituer un carnet d'adresses qui pourra nous être utile pour plus tard. Vous avez intégré la meilleure business school d'Europe, et vous avez le droit d'en être fier. Cette histoire, c'est une occasion de devenir pote avec tout le monde ici, de te faire un réseau. De la même façon, il n'y a qu'à voir comment les camarades de promo de l'ENA ont tendance à se recroiser par la suite pour comprendre que la possession d'un réseau social étendu semble une condition sine qua non de l'accession au pouvoir dans nos sociétés. Par suite, c'est là que l'analyse sociologique des réseaux sociaux devient intéressante, car c'est elle qui va nous permettre d'identifier les relations de pouvoir et d'influence au sein de la population. Bon, mais j'en viens à la question qui nous intéresse aujourd'hui, et Game of Thrones dans tout ça? La question que se posent les auteurs du papier qu'on étudie aujourd'hui, c'est qui c'est le personnage principal dans Game of Thrones? En termes d'analyse de réseau, ça signifie d'une part quel personnage entretient le plus de relations, et d'autre part, lequel des personnages a une position dominante au sein de ce réseau. Et ensuite, comme on l'a vu, un des éléments constitutifs des positions de pouvoir dans un réseau complet, c'est quel personnage occupe une position de trou structural, c'est-à-dire de pont entre des réseaux qui sans eux ne communiqueraient pas. En listant tous les personnages contenus dans le 3e livre de la saga, les chercheurs ont donc modélisé un graphe qui représente 107 personnages reliés par 353 connexions. Pour étudier l'importance des personnages, ils ont utilisé plusieurs mesures pour essayer d'évaluer leur degré de centralité. Le nombre de liens, le nombre de relations, le nombre de connexions avec des personnages importants, la distance moyenne avec leurs relations, et enfin, le temps d'apparition à l'écran. Donc je vais pas vous faire poireauter plus longtemps, ce fameux graphe, le voici. Alors la taille des noms sur ce graphique indique l'importance des personnages. Donc d'après l'analyse mathématique, le grand gagnant du jeu des trônes, ce serait Tyrion Lannister. On remarque que c'est le personnage qui cumule le plus grand temps d'écran, qui est en lien avec le plus grand nombre de personnages, et qui occupe la position la plus centrale au sein de son réseau. On pourrait aussi ajouter le fait que depuis la saison 7, il a également des liens très forts avec Daenerys, ce qui le transforme de fait en trou structural, donc il y a fort à parier que sa position a dû encore se solidifier au cours des dernières saisons. Malgré son importance à Essos, on remarque que Daenerys manque encore fortement de connexion sur le continent de Westeros.
Et c'est sûr que ce ne sont pas ses relations avec Vergris, Jorah ou Khal Drogo qui vont lui apporter beaucoup d'influence dans le jeu des trônes. Oui, en particulier pour Khal Drogo, ça va lui être difficile d'avoir quelque influence que ce soit maintenant. Ah ouais, donc y a plus de respect quoi. Non seulement tu fais un épisode sur Game of Thrones sans m'inviter, et en plus t'essayes de m'humilier. Quoi ? Non, mais c'est parce que je parlais d'un truc de mathématiques là, je pensais pas que ça allait t'intéresser. Mais tu parles français toi maintenant ? Ifas Maïsi Yeri. Mais en étudiant d'un peu plus près ce graphe, on peut voir quand même apparaître un certain nombre d'éléments. Déjà, on peut voir que Robert Baratheon, même s'il est finalement resté très peu à l'antenne, a quand même un degré de centralité important. Bon, après tout c'est normal, c'est quand même le roi. Mais justement, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il était passablement isolé, ne partageant que des liens faibles et assez peu nombreux, alors même qu'il était au centre de ce réseau. Et surtout, on remarque qu'il n'a pas de communauté Baratheon. Robert est de couleur bleue, donc complètement intégré à la communauté des Lannister. Et pour le coup, les 7 communautés qui apparaissent ici en couleur n'ont pas du tout été décidées par les chercheurs, mais c'est l'algorithme qui les a fait apparaître tout seul, simplement à partir des données d'analyse des relations. Pour pouvoir mieux lire et interpréter ce graphe, il va quand même falloir rentrer un peu dans la cuisine algorithmique et regarder comment ont été mesurés les différents degrés de centralité pris en compte dans ce calcul. Ce graphique résume donc les résultats des 6 façons différentes de mesurer la centralité des personnages et qui apportent chacune une dimension différente à l'analyse. La taille des barres indique le score mesuré et le numéro indique le classement des personnages selon cette mesure. On remarque ici que pour la première mesure, qui indique simplement le nombre de connexions avec d'autres personnages, Tyrion a clairement le nombre le plus élevé de connexions, ce qui le place clairement en première place devant tous les autres protagonistes. Le Weightness Degree représente le nombre de relations avec des personnages, sans qu'il y ait nécessairement de connexion directe. Mais il n'est pas surprenant que les personnages ayant le plus grand nombre de connexions sont aussi ceux qui ont le plus grand nombre de relations, ce qui explique la relative similarité entre les deux résultats. Le Age Vector représente en gros le même indicateur que le précédent, mais cette fois avec une boucle de rétroaction. En gros, c'est est-ce que mes relations me relient à des joueurs influents, ce qui pourra donc avoir un avantage pour ma propre influence. C'est là que Robert Baratheon, par exemple, connaît un gros boost entre les deux mesures parce qu'il passe de la 14e place à la 9e place, entre le nombre de relations simples et le nombre de relations avec rétroaction. En effet, le roi n'a que 18 connexions, mais la moitié d'entre elles le sont avec d'autres participants importants du jeu des trônes. La plupart des dirigeants bénéficient de cette boucle rétroactive, et c'est moins le cas des personnages plus isolés comme Jon, Bran ou Daenerys, qui perdent un certain nombre de places. Ensuite vient l'outil PageRank, qui est en fait l'outil mathématique utilisé par Google pour mesurer qualitativement la popularité d'une page web, et qui influe donc sur l'ordre d'apparition des recherches dans Google. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personnage a une importance propre, mais que cette importance peut être augmentée par l'importance de ses voisins. Pour le calcul, on considère simplement que chaque personnage a une importance donnée, et qu'il passe une fraction de cette importance à chacun de ses voisins, cette fraction pouvant changer en fonction du poids du voisin. On remarque que la mesure du PageRank est en fait assez similaire au Age Vector, si ce n'est pour Daenerys, qui saute directement de la 14e à la 5e place. Donc, l'outil PageRank arrive bien à identifier le charisme de Daenerys, qui récupère pratiquement toute l'importance des personnes qui l'entourent, ce qui la place comme une joueuse importante malgré son petit nombre de connexions. Cela nous amène à la 5e mesure, la Closeness Centrality, qui identifie la distance moyenne entre un personnage et un autre. A l'inverse des autres mesures, ici c'est d'avoir une petite barre qui préjuge de la centralité du personnage. On remarque que toutes les mesures sont assez proches en fait, les unes des autres, sauf pour Daenerys, évidemment, qui est la plus éloignée. Et on remarque alors que Sansa et Tyrion semblent quand même être les personnages qui entretiennent le plus de relations de proximité. Pour finir, la dernière mesure est la plus subtile de toutes, et elle repose sur les théories d'accès aux ressources qu'on a vues avec les 6 degrés de séparation. La Betweenness Centrality mesure la capacité d'un personnage à interagir avec un autre en utilisant des chemins très courts. On comprend facilement pourquoi Daenerys et Robert ont des scores élevés du fait de leur position dominante qui les fait interagir directement avec les protagonistes importants autour d'eux. On remarque cela dit que c'est la seule mesure pour laquelle Tyrion n'est pas premier, même s'il est bien placé, sans doute en raison de son rôle de main du roi,
Mais il est notable que c'est Jon Snow qui arrive en première place ici. Et cela n'est pas particulièrement étonnant. En effet, la Betweenness Centrality permet de mesurer le fait d'avoir une position stratégique au sein du réseau. Et avoir une position stratégique pour un personnage, ça signifie que, pour qu'une information passe d'une partie du réseau à l'autre, il faille nécessairement qu'elle passe par ce personnage. Et la position de Jon à ce propos est particulièrement intéressante. On voit à la taille de son nom que c'est effectivement un acteur important du jeu des trônes, et cette fois-ci, sa place est importante justement parce qu'il joue le rôle de trou structural entre d'un côté la garde de nuit, de l'autre les différents lords et les différentes maisons, et enfin les sauvageons de l'autre côté du mur. Ce qui en fait effectivement le meilleur personnage possible pour donner l'alerte. Hello. We've got a bit of a problem at the wall. It's a bit nippy, and... This fucking White Walker! Shit's crazy, I'm freezing to death with thieves and rapists. I just swear I'm sexy, if I can take it back, and take the black, shove it up, crash to death, but it's too late to that. Let's now resurgence out, I'm out. Et maintenant qu'il entretient des relations à la fois formelles et informelles avec la mère des dragons, il y a fort à parier qu'elle saura tirer profit de la taille et de la position de son réseau. Pour conclure, cette analyse des réseaux dans Game of Thrones est particulièrement intéressante, et elle remplit parfaitement le rôle de ce type d'analyse en sociologie. Elle permet d'avoir une meilleure compréhension de comment se structure un jeu de domination au sein d'un champ social donné. En particulier ici, même si le roi Robert est en relation avec des personnages influents, il n'interagit en fait qu'avec un très petit nombre de joueurs, ce qui fragilise considérablement sa position à l'intérieur du réseau. Tandis que des personnages moins élevés hiérarchiquement, comme c'est le cas de Tyrion, peuvent avoir un capital social très élevé, ce qui augmente mécaniquement le nombre de ressources auxquelles il peut avoir accès. Oh mais oui, hein, il peut accéder à des ressources, hein. Ah mais oui, hein. Ah toi aussi tu veux accéder à des ressources. Une petite critique néanmoins, parce que cette étude souffre en fait des exactes mêmes limites auxquelles sont confrontés les sociologues qui essayent de retracer les relations sociales d'une communauté. C'est qu'il est impossible d'avoir une connaissance parfaite de l'ensemble des relations dans un espace donné. Et il faut donc utiliser des outils chargés de les faire apparaître. Ces outils peuvent être variés, ça peut être de l'observation, des entretiens directement avec les individus, ou même de nouveaux outils basés sur les nouvelles technologies. Mais de fait, aucun de ces outils de collecte d'informations n'est infaillible. Ici, le moyen de collecter l'information, c'est la lecture du 3e livre de la saga. Et du coup, ce qui est représenté, c'est pas le véritable réseau qui existe dans Game of Thrones, mais c'est le réseau dont a connaissance le lecteur. Et ça fait une grosse différence. En effet, un personnage est très étrangement peu important dans cette analyse, et il s'agit du personnage de Varys, qui semble ne partager que peu de connexions, encore moins que Gregor Clegane, c'est dire. Et la raison pour laquelle Varys est tellement bas dans le classement, c'est parce que c'est un espion, donc son réseau n'est pas connu par les lecteurs, et a fortiori pas par les chercheurs. Mais je vous rappelle que le surnom de Varys, c'est l'araignée. Il est au sommet d'un vaste réseau d'informations qui lui permettent d'être au courant de tout ce qui se passe dans Westeros. Il a même été à 2 doigts de réussir à faire assassiner Daenerys à des kilomètres de distance dès la saison 1, ce qui laisse présager de la force de son réseau. Donc il y a fort à parier que si on arrivait à mettre au jour la totalité du réseau du maître des chuchotements, il arriverait beaucoup plus haut dans le classement. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur l'analyse de réseau. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à partager la vidéo. Si jamais vous avez encore faim et vous voulez en savoir encore plus sur l'analyse de réseau en sociologie, je vous enjoins très fortement à aller voir une conférence de Claire Bidard que je mets en description dans la vidéo. Pour le coup, ça a été une des grosses bases de travail pour moi pour faire cette vidéo, et je lui ai piqué la moitié de ses slides, donc il n'est que justice que je vous enjoigne très fortement à aller la voir. La conférence fait 2h30, mais elle est extrêmement explicite, extrêmement claire, très accessible pour tout le monde, donc si jamais le sujet vous a intéressé, je vous enjoins très fortement à aller la visionner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, des bisous, prenez soin de vous, ciao! Hein?